Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, nous sommes réunis ce soir pour parler de l'Europe qui est d'actualité, puisque le président a développé son programme qu'il va vendre, je dirais, aux autres pays européens à partir du 1er janvier. Et donc, cet après-midi, Joséphine et nous en parlerons plus que moi. Sont les invités d'abord du vous les think tank. présenter. Donc, Joséphine Staron, elle est docteure en philosophie politique, avec notamment sa thèse sur la solidarité européenne, quelle stratégie pour une refondation du projet européen. Elle est actuellement la directrice des relations internationales et des études du think tank Sinopia, le laboratoire des gouvernances, qui publie régulièrement une revue et des articles sur les grandes questions sociétales. Vous avez écrit, Joséphine, différents articles pour le think tank, dont l'un est intitulé « L'Union européenne en réanimation, pronostic vital engagé », et cet article avait été publié par le site Atlantico. Dernièrement, vous avez contribué à l'ouvrage intitulé « Fraternité, 30 propositions pour une société plus juste », publié par le Collège des Bernardins. Enfin, vous intervenez aussi sur les plateaux de chaînes de télé, dont LCI, Public Sénat, Sud Radio, etc. Et dernièrement, la chaîne RT, dans une émission animée par Frédéric Tadei, sur la décision du tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre dernier, qui remet en cause la primauté du droit européen sur le droit interne des États. Joséphine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier déjà le think tank Liberté et Prospective pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci également José Genesini d'avoir pensé à moi. Merci au Sénat, merci Monsieur le Sénateur de partager cette scène ce soir. Alors, quelques mots sur Sinopia. On est un think tank qui a été créé en 2012. On travaille sur toutes les questions de gouvernance institutionnelle en France, en Europe, et depuis 2 ans sur la gouvernance de l'entreprise, toutes les questions liées à la RSE, à l'éthique dans la gouvernance. Cette période est très intéressante pour nous, la présidence française de l'Union européenne, parce que forcément, en termes de gouvernance, il n'y aura peut-être pas de changement dans les 6 prochains mois, mais en tout cas, de grandes questions liées à la gouvernance institutionnelle de l'Union européenne vont être posées, l'ont été aujourd'hui, notamment par le président dans sa conférence de presse. Alors, pour revenir rapidement sur le contexte général de cette PFUE, c'est un contexte un peu particulier pour 2 raisons. Tout d'abord parce que on est dans le cadre d'une élection présidentielle, donc le pays qui va présider le Conseil de l'UE pendant les 6 prochains mois sera présidé par un président en campagne. Ça a déjà eu lieu, mais ça reste quelque chose d'assez original qui peut compliquer un peu la présidence, d'autant qu'il y a une réserve électorale à partir de la mi-mars qui va forcément imposer une forme de retenue. En tout cas, le CSA commencera à décompter les temps de parole, et notamment sur les questions liées à la PFUE. Il faudra être vigilant. Et puis, le deuxième élément, c'est que cette PFUE, elle a un programme extrêmement chargé, très ambitieux. Le président de la République s'inscrit dans le prolongement du discours qu'il avait prononcé à la Sorbonne en 2017, dans lequel il avait évoqué 6 clés de la souveraineté européenne. Alors, il parlait de la sécurité-défense, de la maîtrise des frontières, d'un partenariat avec l'Afrique, d'une transition écologique, d'un marché unique du numérique et de renforcer la puissance économique et monétaire européenne. Tout ça, il le reprend, il l'a repris aujourd'hui dans le programme de la PFUE. Avant de revenir sur les points les plus marquants de ce programme, il faut quand même limiter un peu la portée de cette PFUE. Certes, la présidence, le pays qui a la présidence peut influer sur l'agenda législatif de l'Union européenne en fixant les ordres du jour. Néanmoins, il ne faut pas confondre avec une présidence de l'UE en tant que telle. C'est surtout une impulsion qui peut être lancée.
Ce qui est intéressant, c'est quand même que l'on est dans une période de foisonnement législatif au niveau européen. Avec la crise Covid, on a retardé beaucoup de textes législatifs, ce qui fait que là, en janvier, quand la présidence française va commencer, il y a presque 250 textes législatifs qui vont être soumis au vote du Parlement européen. C'est assez énorme. Et ce foisonnement se retrouve dans le programme de la présidence française, qui est extrêmement chargé, comme je le disais, avec 3 axes principaux. Le premier, c'est sur la souveraineté, avec l'objectif de maîtriser les frontières et de réformer l'espace Schengen. Donc là, Emmanuel Macron l'a annoncé aujourd'hui, ce sera partie des objectifs de la présidence, notamment faire de Schengen quelque chose d'un peu similaire à la zone euro, avec un véritable pilotage politique, des réunions régulières. Ça, c'est quelque chose d'intéressant en termes de gouvernance. On va voir comment ça se concrétisera. Et puis également en termes de défense européenne, sujet cher à la France depuis de nombreuses années, le président a annoncé que pendant la PFUE, les États se mettraient d'accord sur un livre blanc de la sécurité et de la défense, quelque chose qui est assez original, assez inédit. C'est dans le cadre de la boussole stratégique, on pourra y revenir si vous voulez. En tout cas, c'est ambitieux. Également, la politique de voisinage, qui fait partie des priorités, avec un partenariat UE-Afrique renforcé et un partenariat UE et Balkans occidentaux. Là encore, quelque chose d'assez nouveau. Le président a mis en avant l'importance de s'intéresser aux Balkans occidentaux dans un contexte géopolitique un peu compliqué, notamment avec la Russie. Deuxième axe prioritaire, ce qu'il a appelé un nouveau modèle de croissance. Et alors là, on entre dans des considérations assez originales. Alors, bien sûr, il a parlé de souveraineté industrielle, de créer de nouvelles alliances, d'avoir un marché européen du numérique pour créer des champions européens, ce que vous n'avez pas encore. Il a remis sur la table la question de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Il a introduit quelque chose d'intéressant, c'est une clause miroir dans la politique commerciale de l'UE, c'est-à-dire que les accords commerciaux passés avec des pays extra-européens seront soumis à des exigences en termes environnementaux et sociaux. Ça, on demande une réciprocité aux pays avec lesquels on passe des accords commerciaux, c'est original. Et il l'a dit, il va falloir revoir les règles budgétaires, les fameuses règles du pacte de stabilité, pour permettre des investissements massifs dans tous les domaines qu'il a cités dans le cadre du programme de la PFUE. Et dernier axe, un peu plus flou peut-être, c'est ce qu'il a appelé l'Europe humaine. Alors, bien évidemment, derrière tout ça, il y a l'idée de la Convention sur l'avenir de l'Europe qu'il a lancée en 2019 et dont les travaux aboutiront au mois de mai prochain. Il a l'idée, avec cette Convention sur l'avenir de l'Europe, qui reproduit, à mon sens, les erreurs de ce qui s'est passé dans les années 2000 avec la conférence sur l'avenir de l'UE. Donc, c'est une réunion de citoyens dans différents pays européens sur plusieurs mois. Ils sont censés émettre des propositions qui devraient être soumises aux institutions européennes et qui pourraient, le cas échéant, donner lieu à un nouveau traité. Ça, c'est la théorie. On verra bien ensuite. Il a insisté sur l'état de droit, le respect de l'état de droit, comme une priorité également de la PFUE. Jusque-là, rien de nouveau. En revanche, il a déclaré lancer un fonds de soutien pour les journalistes indépendants et les journalistes d'investigation. Là, ça s'adresse directement à la Pologne et à la Hongrie, notamment. Et un service civique européen de 6 mois. On verra les modalités, mais ça, c'est des choses qui étaient présentes déjà dans la politique européenne d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Donc, on a en clair une vision d'une Europe puissance, c'est le maître mot de la présidence française de l'UE, une Europe souveraine et qui puisse être à la hauteur des enjeux, des défis et de nos concurrents, que sont les autres grandes puissances. Alors moi, j'identifie 3 obstacles à la réalisation de tout ce beau programme. Le premier, bien sûr, c'est le contexte des élections présidentielles où
pas uniquement par rapport à la réserve électorale, mais parce que toutes ces propositions-là, tout ce programme, il va devoir le défendre auprès des autres pays européens. Et lorsqu'on est en campagne, donc lorsqu'on n'est pas sûr d'être réélu, c'est le principe des élections, on perd en crédibilité vis-à-vis de ses partenaires européens. Donc la question, c'est est-ce que les autres États européens nous trouveront suffisamment crédibles pour nous soutenir dans toutes ces propositions pendant les 6 prochains mois? C'est une vraie question. Deuxième obstacle peut-être, c'est une certaine antipathie à l'égard de l'attitude d'Emmanuel Macron qui s'est développée depuis ce discours de la Sorbonne, qui a été très bien vu en France, mais qui a été un peu moins bien accueilli ailleurs dans l'Union européenne par les autres États. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt une tradition à l'Union européenne de débat, de compromis, de négociation avant toute déclaration. Et là, Emmanuel Macron a un peu rentré, a sorti, on va dire, du cadre classique en imposant, en déclarant une vision, celle de la France. Et donc, certains observateurs ont dit à Macron, attention à faire plus de Robert Schuman et un peu moins de Victor Hugo. On dit beaucoup ça des Français en général, je pense que ça ne s'adresse pas qu'au président. En tout cas, cette position qui peut être perçue comme surplombante pourrait constituer un obstacle dans le cadre des négociations du programme de la PFUE. Et enfin, le troisième obstacle, c'est le contexte actuel, qui est assez inquiétant. Bien évidemment, la crise sanitaire qui continue, qui pourrait, là encore, bloquer ce passage de nouvelles lois, de nouveaux règlements. Là encore, on pourrait être bloqué avec la crise sanitaire. Les tensions qui se jouent entre la Russie et l'Ukraine, la Russie qui teste un peu les velléités de défense et de réponse de l'Occident. Donc encore, on est dans une situation diplomatique un peu tendue, qui va forcément jouer. Les tensions migratoires, qui ne se sont pas arrêtées depuis 2015, et on l'a vu avec la menace de la Biélorussie, on l'a vu cet été avec l'Espagne, les Canaries, qui a été envahie, mais en tout cas qui à cause de mauvaises relations, notamment avec le Maroc, qui ont eu des flux migratoires dans les Canaries qui ont été problématiques. Et puis on a le problème de Calais, qui n'est pas nouveau, mais qui a été remis sur le devant de la scène avec les derniers événements tragiques. Et puis enfin, on a quelques tensions internes quand même entre les États européens, avec notamment la Pologne et la Hongrie, qui aujourd'hui se sont vus refuser les fonds du plan de relance qui devaient leur être accordés. Et donc la question maintenant va être de savoir si ils vont accepter cette décision de l'Union européenne de sanctions, ou s'ils vont pratiquer peut-être une politique de la chaise vide, s'ils vont mettre des bâtons dans les roues pendant cette présidence française. Une vraie question. En même temps, je pense que c'est un moment très propice pour faire avancer les choses quand on est un peu au bord du gouffre. C'est là que généralement l'histoire peut se révéler intéressante. Macron a quand même retrouvé une certaine crédibilité avec le plan de relance en juillet 2020. Il a réussi à convaincre l'Allemagne, chose toujours un peu compliquée, et il l'a convaincu de faire quelque chose qui était impensable jusqu'en juillet 2020, c'est-à-dire souscrire un emprunt commun, un emprunt européen. C'était vraiment quelque chose d'inenvisageable. Moi, dans mes études de philosophie politique, à chaque fois que je lisais quelque chose sur l'Union européenne, on mettait bien en avant toutes les lignes rouges. Et l'idée d'un prêt commun, c'était la ligne rouge numéro 1. Aucun observateur n'imaginait ça possible, même si beaucoup l'espéraient. Donc, quand même, il y a eu du positif. Il a réussi aussi à suspendre les règles du pacte de stabilité, à convaincre les Allemands de faire cela. Donc, on a quelques raisons d'être optimistes. Et parmi ces raisons, c'est la nouvelle coalition allemande qui laisse peut-être quelques raisons d'espérer. Cette coalition, elle est surprenante avec les sociodémocrates, les Verts, les libéraux. Elle est disruptive après 15 années d'Angela Merkel et de stabilité politique.
Donc, il faut attendre avant de se prononcer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est en lisant cet accord de coalition qui a surpris tout le monde, ils ouvrent la porte à des avancées en matière d'intégration européenne. C'est la première fois. On a cette ouverture. Donc, on verra si c'est du vent ou s'ils vont vraiment mettre en priorité de leur programme, la programme de cette coalition, cette envie d'intégration européenne renforcée. Ils ont même été jusqu'à parler d'un État fédéral européen. Alors là, on n'en demandait pas tant, probablement, mais bon, on prend ce qu'on nous donne quand il s'agit des Allemands. Et ils sont même prêts à renoncer à la règle de l'unanimité au Conseil dans certains domaines. Là encore, super. Alors, bien sûr, c'est un contrat qui n'est absolument pas juridiquement contraignant. Il y a peu de chances qu'il réalise, tout comme dans le cas de la PFUE, qu'il réalise l'ensemble du programme fixé dans cet accord. Mais on a une ouverture. Alors, pour conclure et passer la parole à monsieur le sénateur, la PFUE ne va pas tout révolutionner, ne va pas tout changer en 6 mois, c'est impossible, c'est même pas l'objectif. Mais en revanche, elle va donner une impulsion, elle va ouvrir le dialogue sur des points qui sont essentiels pour la France, qui sont des points stratégiques. On peut être en désaccord avec Emmanuel Macron sur des tas de sujets, mais sur les questions européennes, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a une vraie vision, il a parlé de l'Europe 2030, mais quand on l'écoute, on voit l'Europe de 2050, voire après, avec cette véritable recherche d'autonomie stratégique. Le terme n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, on entrevoit peut-être les possibilités d'une mise en œuvre dans certains domaines, mais attention à ne pas être trop ambitieux, c'est toujours la difficulté, et comme le disait Pierre de Boissieu, il faut parfois non pas pratiquer une politique des petits pas, mais la politique des pas que l'on peut accomplir. Merci. Merci Joséphine. Donc maintenant, je vais donner la parole au sénateur Philippe Dominat. Donc, vous êtes connu depuis longtemps. Vous êtes né à Paris, mais d'origine corse. Vous êtes le fils aîné de Jacques Dominat, personnalité politique de la droite libérale, qui fut député, sénateur, ministre, adjoint de dans la capitale et premier adjoint du maire de Paris, Jean Tibéri. Vous êtes depuis 2004 sénateur de Paris, apparenté au groupe Les Républicains. Après avoir été vice-président de la commission des finances du Sénat, vous avez été rapporteur du budget, du secrétariat général de la Défense nationale, puis du budget de la sécurité, de la police et de la gendarmerie. Ainsi, vous avez plaidé pendant longtemps pour une réforme des services de renseignement, enfin appliquée depuis les attentats terroristes. Vous êtes entré jeune dans la vie politique, comme élu local, adjoint au maire dans le 1er arrondissement, puis en 1989, conseiller de Paris du 8e arrondissement. Parallèlement, vous avez travaillé dans la publicité, puis développé plusieurs activités commerciales à Paris et en province, dans la maroquinerie, le luxe, la maroquinerie de luxe, pardon, ou l'habillement. Après avoir été élu au Conseil régional d'Île-de-France sur la liste d'Alain Juppé, vous devenez président du groupe libéral et indépendant. Vous poursuivez votre carrière de chef d'entreprise en participant dès sa création à l'essor d'un groupe de services aux entreprises, qui devient en 30 ans le leader mondial dans son secteur. Administrateur de ce groupe, présent dans 63 pays et coté en bourse, vous êtes aujourd'hui président non exécutif pour la France de SR Téléperformance. Vous vous définissez comme un libéral en économie, partisan d'un État respecté et respectable sur les questions de justice et de police, européen convaincu, aimant les approches novatrices et pragmatiques. Comme votre père qui fut initiateur en 1976 du statut de Paris, qui a libéré la capitale de la tutelle du préfet, vous êtes un défenseur ardent des libertés communales. Voilà. Je vais vous donner la parole. Alors, si vous pouvez développer la partie économique aussi, parce que je comprends, passer allègrement dessus, sur l'argent hélicoptère qui a été distribué largement aux États européens, c'est un plan de 750 milliards avec une création monétaire, c'est une apport perdu pour la TCE, hein, c'est quand même dans
donc, là, je ne sais pas comment il va rembourser, enfin, pas rembourser, mais comment la BCE va être évaluée sur les marchés quand elle va emprunter dans le futur, parce que, évidemment, l'Assemblée va. D'autant plus qu'elle avait, avec la quantitative easing, racheté des tas d'obligations d'État via les banques de l'Europe. Si vous pouvez un peu focaliser sur ce point-là. Bienvenue. Bienvenue, Madame la députée. Donc, Madame la députée Cardard. C'est cela même. Et- C'est très grave, vous savez. Nous avions ce soir un événement très important, puisqu'il s'agissait des 120 ans de parti radical. Comme vous êtes une personne radicale valoisienne d'avant, je comprends que vous ayez été rue Valois. Et donc, oui, donc si vous pouvez nous dire un peu, parce que là aujourd'hui, bon, il y a eu l'argent facile, bon, on se flatte d'une croissance de 6,7%, mais le problème c'est que la décroissance l'année dernière était 8% déjà. Donc il y a déjà un gap. Et puis, bon, là, il va falloir que la France, même si Macron a dit qu'il allait revoir les ratios maastrichtiens, notamment les 3% de déficit, pour le moment, je n'ai pas entendu les Allemands dire qu'ils allaient renégocier les ratios maastrichtiens. Ils sont d'accord pour faire une Europe fédérale, mais ça ne va pas jusque-là. Et sinon, ils sont prêts à avoir sur la politique étrangère, notamment, bon, une politique commune européenne. Que le président rencontre demain matin, je crois. Et donc, voilà, donc si vous pouvez nous donner votre focus de notre politique sur notamment la relance économique, parce que c'est bien, là, on est en Covid, donc il n'y a pas de facile, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, à partir du moment où il va couper un certain nombre de soutien des PME, notamment dans l'événementiel, dans la culture, etc., il va falloir il risque d'y avoir des dépôts de bilan. Donc, voilà. Alors, est-ce que Macron ne pourrait pas justement se saisir de sa présidence pour relancer une politique économique commune, d'une construction d'une économie, disons, plus décarbonée, plus disons, en accord avec les sujets d'aujourd'hui. Je vous passe la parole. Très bien, ben merci beaucoup. D'abord, je n'ai plus grand-chose à dire, parce que beaucoup de choses ont été parfaitement dites. D'abord, bienvenue au Sénat. C'est évidemment un plaisir pour moi d'essayer de répondre à quelques questions et vous donner un peu ma vision de l'Europe. L'Europe, ça fait 4000 ans. C'est le berceau des civilisations. Depuis 4000 ans, c'est le principal marché, je dirais, de notre planète, jusqu'il y a un siècle. Là, c'est l'Amérique. Depuis une ou deux décennies, il y a l'Asie. C'est ça. Le monde du futur, c'est que depuis très longtemps, l'Europe était le centre du commerce et de l'économie. Nous avons participé aux deux premières révolutions industrielles, le charbon, l'électricité. Nous sommes en train de développer la révolution numérique. En réalité, dans ce que a annoncé le président de la République tout à l'heure, il y a eu des points là-dessus, sur le numérique, le retard de l'Europe. Lorsqu'on parle des GAFAM, les GAFAM, pour créer Amazon, n'importe quelle société européenne aurait pu le créer. Créer Facebook, Google, toutes ces sociétés, je dirais, de services, de la société universelle de demain, sont des sociétés ou américaines ou asiatiques. Il n'y a aucune société européenne, que ce soit, je dirais, dans les composants ou dans les services qui, pour l'instant, arrivent à surgir et à essayer de rattraper la course au numérique. Et l'économie de demain, c'est en partie cette révolution numérique où l'Europe est en retard. Et c'est intéressant quand même que le président de la République ait souligné cet aspect-là des choses, parce que en réalité, évidemment, l'Europe est en danger. C'est un grand danger pour les générations futures. Pourquoi? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, et en tout cas depuis un demi-siècle,
on avait la protection, les Occidentaux étaient, je dirais, sous le bouclier américain, en convergence. Il y avait une politique commune, il y avait le pacte de Varsovie, juste il y a quelque temps, et l'OTAN, et en réalité, les Européens se sont endormis. Voilà. Alors, dans un premier temps, il y a eu un engouement pour l'Europe, parce que c'est l'intérêt de la France. L'intérêt de la France et de l'Allemagne, les deux principaux pays européens. Et puis, on sent très bien que maintenant, il y a plutôt une vision critique de l'Europe. Avec le départ des Anglais, Brexit, et en réalité, pour les générations futures, dans 10-15 ans, soit on s'apercevra que l'Angleterre a pu survivre économiquement le fait de quitter l'Union européenne. Dans ces conditions, on aura l'éclatement du continent européen, très probablement, parce que les sujets, qui soient sur la défense, la crise migratoire ou sur l'économie, vont probablement inciter les pays européens à se refermer sur eux-mêmes. Ou à contrario, l'Europe va avancer encore une fois, et dans ces conditions, c'est évidemment l'intérêt de notre pays et l'intérêt des principaux pays européens. 85 millions, c'est la croissance de la population mondiale, c'est-à-dire plus important, évidemment, que la population française. C'est en 2022, 85 millions de nouveaux habitants sur cette planète. Plus important que la France. La France tient encore le 6e rang, 7e rang, selon les statistiques, comme puissance mondiale, avec moins de 1% de la population. C'est à peu près ça. Et donc, le défi européen pour nous, Français, c'est de continuer à avancer. L'Europe, elle a été construite essentiellement par le peuple franco-allemand. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un changement, il y a eu un changement avec le départ des Anglais, le Brexit, et puis il y a un changement avec la coalition qui arrive en Allemagne, qui a une vision plutôt pro-européenne, parce que Mme Merkel, depuis 19 années de pouvoir, a été une bonne gestionnaire pour l'Allemagne, une bonne gestionnaire pour l'Europe, mais elle n'a pas créé, je dirais, la dynamique avec le président français exercer le pouvoir avec 4 présidents français, il n'a pas créé cette dynamique qui a permis de continuer, je dirais, la dynamique européenne qui devait une vingtaine depuis à peu près une vingtaine. Il y a eu des choses positives, évidemment, l'euro, la première crise. Il y a eu une certaine solidarité, la crise grecque, au moment de la crise du Covid, avec les 750 milliards dont vous parlez. Mais maintenant, il faut avancer. Et c'est plus qu'une nécessité, parce que en réalité, l'inquiétude, elle est totale. Il suffit de faire un tour de l'Europe. Autour de l'Europe, on voit que potentiellement, les conflits sont pas. Commencer sur la Biélorussie, ce qui se passe. La Biélorussie, faire venir des charters de Syrie pour profiter de la crise migratoire, pour essayer de faire pression sur l'Europe. Vous descendez un petit peu le problème ukrainien. Vous descendez encore. Vous avez la Turquie et la Grèce, avec des ressources énergétiques qui sont en jeu, le conflit entre la Turquie et la Grèce. L'Europe dépend énormément, puisque vous parlez d'économie et d'énergie. L'énergie est essentiellement du gaz russe, qui représente 40% de l'approvisionnement européen. Et l'Algérie représente 11%, c'est-à-dire sa troisième fournisseur. Et donc, en réalité, il n'y a que la Norvège avec 13% qui assure une énergie de cette forme concernant, je dirais, les pays européens. Après, vous avez évidemment la façade sud de l'Europe, les migratoires, et le problème, je dirais, d'émergence peut-être de la démocratie en Tunisie, le conflit Algérie-Maroc, qui est un véritable conflit, qui va probablement déboucher sur un conflit armé, le conflit Sahara. L'attitude ambiguë du Maroc vis-à-vis de l'Espagne, je vous en ai parlé, sur le cadre de CETA, qui menace éventuellement de couper le pipeline Algérie, Espagne, et l'Espagne dépend à 40% de son énergie du gaz algérien, donc ça c'est le Maroc. Après, vous allez vers l'ouest, et vers l'ouest, il y a le problème irlandais, notamment, qui est un problème assez important dans l'après-Brexit. Et avec surtout dans ce contexte un changement de la part de notre
principal allié sont les États-Unis. Les États-Unis, effectivement, la Seconde Guerre mondiale, qui était le protecteur naturel en cas de problème, ne l'est plus depuis à peu près maintenant une dizaine d'années. Depuis la non-intervention d'Obama en Syrie, la présidence de Trump, le retrait de l'Afghanistan, le retrait du Moyen-Orient, la première armée du Moyen-Orient, une dizaine d'années, c'est l'armée russe, pratiquement. Elle commence même sur le continent africain, parce que le président de la République a évoqué le problème de l'Afrique, et le rôle à jouer en Afrique, et en même temps des problèmes à gérer, évidemment. Et le retrait américain, ou le retrait mondial, pose un problème aux Européens. Et les Européens, vous l'avez souligné, avec la Hongrie, avec la Pologne, ils ont un certain nombre de problèmes à résoudre. Et l'économie va être essentielle sur ce plan-là. Alors, l'économie, on peut la aborder sur le problème de l'aspect et de la solidarité européenne, ce qu'on ne veut pas, a priori, ce qu'on appelle les pays frugaux, c'est-à-dire le nord de l'Europe, mais qui, pour l'instant, ça a été une avancée, ça a l'air de fonctionner. C'est une nécessité. Une nécessité pour la France, parce qu'on a des bonnes intentions. La France, dans le prochain budget, va demander à lever 260 milliards d'euros. D'abord, vous voyez le déficit, je veux dire, reste historique, 4 décennies, et pour essayer de faire le plan de relance. Pour 260 milliards d'euros, on sera le principal émetteur d'une dette. Alors, d'une dette qui a un fait négatif. Bien voir, il y a quand même un intérêt, c'est que globalement, ce qu'emprunte l'Union européenne se fait surtout de moins 20%, moins 0,26%. 0,26%. Donc, en réalité, effectivement, il y a la nécessité d'une relance européenne avec un contexte difficile, crise migratoire, l'espace de Schengen, qui doit absolument être réformé. Le sentiment des populations européennes se crée vis-à-vis de la défiance de l'Europe à cause de la crise migratoire. C'était le principal moteur du Brexit. Ce qui doit être déplorable dans le conflit commercial qui va peut-être s'enclencher entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, c'est que les États-Unis sont derrière la Grande-Bretagne. L'Union européenne a des difficultés, et Trump l'avait dit, le principal ennemi économique, c'est l'Europe. C'est un changement radical avec ce que nous avons toujours vu dans notre culture, dans notre éducation et dans notre perception du monde. Donc en réalité, on est véritablement sur ces problèmes économiques, dans la nécessité d'avoir une Union européenne qui fonctionne en fonction de règles de libre-échange, si possible, effectivement, par la taxe carbone, par la réciprocité, créer en réalité des barrières douanières pour empêcher d'autres produits et garder une compétitivité pour les entreprises européennes et les entrepreneurs européens. Ça, c'est un contexte. Il y a une défense européenne. Sur ce plan-là, la France, évidemment, est plus qu'en pointe, d'abord par son industrie, par son armée, par son siège de l'ONU, le Conseil de l'ONU. Donc, il y a beaucoup de choses. L'armée française et la diplomatie, c'est un atout que l'on va essayer de relayer, entre guillemets, vis-à-vis de nos partenaires européens. On va essayer de faire des mécanismes qui assurera une certaine défense européenne, mais je dirais à notre rythme, pas la position qui fait peur bien souvent aux Français dans une défense européenne. Donc, je ne peux peut-être pas trop parler d'économie, parce qu'on peut parler d'économie européenne, c'est évidemment essentiel, mais ce qui compte, c'est l'économie française. Et vous savez que notre déficit extérieur est abyssal. Nous avons un avantage sur l'énergie grâce au nucléaire, ça c'est moins fort. Ce qui rend difficile l'adaptation, je dirais, au rythme européen de la société française, c'est notre protection sociale.
réforme sociale, mais en réalité, c'est une protection sociale, réforme des retraites, un certain nombre de réformes structurelles ont été faites dans notre pays. Donc, le taux d'imposition des prélèvements obligatoires n'ont pas varié depuis une dizaine d'années. Et d'un point. Ils sont nettement supérieurs à tout ce que payent les autres pays européens, je dirais, dans la compétition. Et l'argent public, c'est de l'argent qui ne va pas ni au foyer, ni aux entrepreneurs. C'est-à-dire nos entreprises ne sont pas compétitives ou suffisamment compétitives, et nos foyers sont en manque de pouvoir d'achat. Le problème de la France, c'est quand même le pouvoir d'achat, et en réalité, la pression fiscale et sociale fait que nous n'avons pas fait les réformes, nous ne faisons pas les réformes nécessaires sur ce plan pour aller vers une convergence. Tant qu'on ne le fera pas, on ne va accroître, je dirais, cette différence et cette difficulté vis-à-vis de nos partenaires. Alors, nous avons la chance d'avoir une nouvelle coalition en Allemagne. Peut-être que cette chance arrivera à la saisie dans les années qui viennent, mais ce qui est essentiel, c'est que dans 10 ans, il y aura un rendez-vous. Soit l'Europe aura gagné et sera à l'événement, soit au contraire, on risque certaines dislocations. J'espère qu'il ne va pas être trop long ou général, puisque je suppose qu'il y aura des questions. Oui. Et j'essaie de vous faire rapidement ma présentation. Merci. Merci à tous. Donc, Stéphanie Kerbar, députée en Seine-Maritime. Peut-être un aspect, un ajout, mais peut-être une question aussi, notamment sur l'économie. Aujourd'hui, nous avons en France des pépites sur des technologies, je pense par exemple à la technologie quantique, etc. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, vous n'avez pas forcément abordé, mais c'est toute la notion des lois extraterritorialité des États-Unis qui aujourd'hui peuvent nous interdire d'exporter sur certains pays ou pour certains. Et on s'aperçoit, quand on creuse un peu et puis qu'on fait partie du microcosme économique, eh bien on s'aperçoit qu'un autre pays de l'Union européenne, voire même les États-Unis eux-mêmes, auront livré la technologie que l'industrie française n'aura pas livrée. Donc aujourd'hui, on veut un commerce ouvert, mais il faut avoir des règles, je dirais, respectées par tous. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'est pas forcément, et ça rejoint ce que vous disiez. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus protecteurs, ils ne sont plus aux côtés, en tout cas de manière France de l'Europe. Et je pense que dans les années à venir, c'est un vrai souci. Et puis, il y a également toute la question de la transition écologique. Hein, on parle on a des objectifs de véhicules électriques, etc. Sauf qu'on oublie toujours ce qui se passe en amont. Parce que pour faire des batteries, il faut des minerais. Et que je rentre là, ça fait 4 semaines, je rentre de Madagascar. Eh bien, il faut savoir que, donc, je suis intervenue sur le secteur extractif responsable, il faut savoir que dans les mines de mica, donc mica c'est un isolant, en batterie, vous en avez aujourd'hui dans votre clip-pain ou le sèche-cheveux, et bien dans les mines de mica, ce sont des enfants qui travaillent. Donc, ok, on veut une transition écologique, nous avons une véritable carte à jouer, et là, dans ce que j'espère de cette présidence européenne, c'est qu'on réaffirme haut et fort la place de la France dans les technologies, et notamment le nucléaire, et puis surtout faire que cette transition écologique ne se fasse pas sur le dos de pays, de peuples, de femmes, d'enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Formés, les réseaux sociaux, etc., la formation circule de plus en plus vite, ce n'est pas acceptable. Et donc, j'espère aussi que, dans le cadre de cette présidence
française européenne. Nous pouvons parler d'un modèle de secteur extractif responsable, avec un vrai référentiel et en imposant nos standards. Il faut savoir, il y a un sondage qui est sorti, enfin une étude, ce n'est pas un sondage, c'est une étude aujourd'hui, comme quoi eh bien, les entreprises françaises, concernant la responsabilité sociétale des entreprises, de leurs relations aux fournisseurs de valeur, eh bien, sont plutôt en avance et bien. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Merci également d'ailleurs pour cette invitation et je vous prie d'excuser mon retard, mais je ne vais vraiment pas faire autrement. Merci beaucoup. Après le citant, merci d'être intervenu et nous allons. Merci pour le suivant. Merci pour le suivant. Donc, d'être intervenu et là, on va ouvrir le débat avec les participants. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup et je vais couper l'enregistrement. Merci. Arrêtez l'enregistrement. Moi, je vais poser la première question. Au sénateur de Vous avez parlé des interventions de la